Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le chef de l'État entame depuis ce matin une visite d'État de 3 jours en Chine. Dans ce journal, les premiers temps forts de ce séjour au pas de charge, la revue de la coopération culturelle dynamique entre la Chine et le Sénégal, une page d'histoire avec la carte postale de Xi'an, la capitale historique de l'ex-empire du Milieu. Comme tous les mercredis, la rubrique santé, ce soir, elle fait le diagnostic du programme élargi de vaccination, un moyen efficace pour protéger les enfants contre les maladies. Santé toujours avec un reportage d'actualité sur les maladies liées au froid, rhumatisme, asthme et autres arthroses commence à se faire ressentir avec le passage de la période de chaleur à celle de fraîcheur. Autre passage qui pose problème à certains, celui de l'analogique au numérique. Les vendeurs de téléviseurs classiques ne se frottent plus les mains. Et puis en sport, un dossier sur les comptes performance des clubs de football en Coupe d'Afrique. Depuis 10 ans, les équipes sénégalaises peinent à passer les préliminaires. Éléments de réponse dans un dossier ficelé par Ibrahim Mboupa. Je le disais à l'instant, le président de la République est arrivé ce matin en République populaire de Chine pour une visite d'État de 3 jours. Son programme est très chargé. Rencontre avec son homologue chinois, entretien avec le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale, audience avec des industriels chinois. Voilà quelques points saillants de cette visite officielle. Envoyés spéciaux à Beijing, Ndeye Aïda Dia, Mamadou Mbeng, Omar Dia. L'avion du président de la République a atterri à 10h45 heure locale à Beijing sur le tarmac de cet aéroport spécialement réservé aux hôtes de marque. Le président Sall est invité à une visite d'État de 3 jours au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping. Macky Sall sera aussi l'hôte du Premier ministre chinois et du président de l'Assemblée nationale. Mais d'abord, il reçoit dans la soirée la communauté sénégalaise établie en République populaire de Chine. Première étape d'une série de rencontres qui figurent dans son agenda. Et des audiences sont aussi prévues avec des industriels chinois dans sa résidence de Yaoundé. Plusieurs hommes d'affaires ont effectué le déplacement avec le chef de l'État pour des rencontres économiques avec leurs collègues chinois. Le président Sall présidera d'ailleurs l'ouverture de ce forum. Son calendrier est donc chargé, mais les espoirs sont grands quant au renforcement de la coopération sino-sénégalaise, notamment dans le domaine de l'économie. Et déjà, les autorités chinoises encouragent leurs entreprises à investir au Sénégal. Voilà, le président de la République a organisé dans la soirée une rencontre avec les Sénégalais de Chine. Ces derniers lui ont fait part de quelques doléances, notamment la création d'un bureau des passeports en République populaire de Chine. Le président a pris bonne note. Il a rappelé le plan Sénégal émergent qui nécessite l'effort de tous. Nous y reviendrons avec nos envoyés spéciaux, peut-être avant la fin de cette édition. Toujours le volet Chine, un des volets donc majeurs de la coopération sino-sénégalaise et la culture, et le Grand Théâtre National dont de la Chine en est le symbole le plus visible. Mais derrière cet édifice majestueux se cachent plusieurs autres projets culturels qui, ces 10 dernières années, ont contribué au raffermissement des liens entre la Chine et le Sénégal. Au Mindour. À part une brève parenthèse au Liban, Ming Wanshou occupe le poste d'attaché culturel de l'ambassade de Chine au Sénégal depuis le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2005. À ce titre, il a supervisé avec un brin d'affection tous les projets culturels sino-sénégalais durant presque une décennie. Tous ces projets, toutes ces réalisations, c'est comme mes enfants. Je suis très fier de tous ces projets. Et Ming Wanshou a en effet de quoi être fier. En une année, la culture a été un des axes majeurs de la coopération sino-sénégalaise. La Chine s'est révélée plus qu'un simple partenaire. Aujourd'hui, c'est notre principal partenaire culturel au Sénégal. Dans quelques mois se dressera à cet endroit le musée des civilisations noires construit par la Chine en face du Grand Théâtre National, autre don de l'Empire du Milieu au Sénégal. Lors de son inauguration, des artistes chinois avaient émerveillé les Sénégalais et depuis ils n'ont cessé de le faire.
Dernière prestation date à Dakar, celle de la mythique troupe des moines Shaolin. Des artistes sénégalais se rendent aussi chaque année en Chine pour diverses formations et prestations, à l'image de ces comédiens qui ont doublé sur place en français la série chinoise Doudou et ses belles-mères, diffusée sur la RTS1. Si Liro qui a encore des contacts avec Mao Dodo? Non, plus rien, aucun rapport, rien. On ne peut pas avoir une coopération seulement axée sur le financement d'infrastructures, ça devient très vite assez désert comme concept, et la Chine connaît ça et reconnaît ça. Les relations entre les deux pays ne peuvent jamais se consolider sans communication entre leurs peuples. Dans ce cas-là, c'est la culture qui joue le rôle le plus important. Après l'ouverture de l'Institut Confucius de Dakar en 2012, la coopération culturelle sino-sénégalaise franchira un nouveau palier. En mars, le ministre de la Culture de la Chine est attendu dans la capitale sénégalaise pour entre autres signer un accord pour l'ouverture du premier centre culturel chinois au Sénégal. Allons maintenant à la découverte de la capitale historique de l'ex-empire du milieu. Xi'an rappelle le riche passé historique de la Chine. La carte postale de cette ville est signée Oumou Baldé. Nous sommes ici à Xi'an, à l'ouest de la Chine, à 1200 km de Pékin. C'est dans cette ville qu'a vu le jour le premier empereur de Chine. Elle fut la première capitale historique de ce pays. On l'appelait également le début de la route de la soie. C'est dire ainsi que Xi'an regorge d'histoire. C'est cela d'ailleurs que la ville a de plus riche à offrir aux visiteurs. Pour commencer, ce vieux rempart long de plus de 13 km qui jadis servait de défense aux membres de la dynastie régnante, divise aujourd'hui la ville en deux parties. L'une garde ses bâtisses impériales et l'autre constitue la partie moderne de Xi'an, modernité symbolisée par cette fontaine musicale. Pour mieux valoriser la richesse immatérielle de cette ville, des villages d'objets d'art antiques bordent les sites touristiques. Comme ça. Un autre site incontournable pour les visiteurs à Xi'an, c'est le musée des soldats en terre cuite. Des œuvres d'art exhumées de la tombe du premier empereur de Chine. Près de 6000 statues ont été conçues en son honneur. Le plus impressionnant dans ce musée de 6000 mètres carrés et de 5 mètres de profondeur est sans doute le fait que chaque soldat possède une expression du visage qui lui est propre. Ce qui fait penser que beaucoup d'artisans ont dû participer à la construction de cette œuvre. En parlant justement de cette œuvre qui représente seulement une partie des trésors de la tombe du premier empereur de Chine, le caveau n'a été découvert qu'au début des années 70 par cet homme. C'était en 1974. Je me souviens, à l'époque, nous avions vécu la sécheresse dans le village. Et puis les hommes sont partis à la recherche d'un endroit idéal pour creuser un puits. Moi, je suis allé à l'endroit où se trouve actuellement le musée. Je me suis mis à creuser, mais au fur et à mesure que j'allais en profondeur, je découvrais des choses extraordinaires, soit une jambe ou une tête de statue. C'est par la suite qu'on a interpellé les archéologues qui en ont déduit que c'était une partie de la tombe de l'empereur et que ces objets étaient précieux. Ce site est aujourd'hui un symbole pour tout un peuple, surtout pour les habitants de ce village, qui porte d'ailleurs le nom du musée, Soldats en terre cuite. Ce village est aussi une destination touristique. Autre aspect de l'actualité, une conférence sur l'enseignement des sciences dans les langues nationales, problèmes et perspectives, a réuni d'éminents spécialistes ce week-end à Thiès. Cette rencontre organisée par la Fondation Léopold Sédar Senghor a pour objectif d'appuyer la politique de l'État dans le profilage des apprenants. Amadou Aramtiam. Par le fait de l'homme, voilà le triste visage qu'offre la baie de Han, l'une des plus belles du monde. Malgré un retard constaté dans sa mise en œuvre, l'État vient de trouver la voie pour la réalisation du projet de dépollution initié depuis 2009.
Des études sont presque terminées. Nous avons déjà le tracé et de l'émissaire et du collecteur. Nous sommes en train maintenant de mettre en place tous les instruments pour que, dans les délais les meilleurs, que ce projet puisse en tout cas se réaliser. Autrefois, refuge des poissons, la baie est devenue aujourd'hui le dépotoir des rejets des effluents des usines et des eaux usées des ménages. Avec l'instauration du système pollueur-payeur, l'État veut décourager les industriels dans leurs actes de pollution. Il y en a qui ont déjà commencé à mettre un système de traitement. Il faut qu'on amène les autres effectivement à faire autant. Donc c'est pourquoi on va taxer très fort pour que les payeurs, que les industriels payent. Et à ce rythme-là, je pense qu'ils seront amenés effectivement à se mettre aux normes pour traiter leurs eaux avant de les déverser dans la mer. Alors, et ça, nous serons intraitables. Faisant partie des 4 systèmes d'assainissement de Dakar, le projet de dépollution, s'il est réalisé, pourrait être la solution attendue. La solution contre les conséquences d'ordre sanitaire et environnemental qui mettent en péril l'existence des populations et des espèces marines. Voilà, vous venez de suivre le reportage de Amadou Aramtiam sur le conseil interministériel consacré à la dépollution de la baie de Hann. Quel système éducatif pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique? C'est le thème de réflexion de l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. 14 pays du continent prennent part à la rencontre. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, en présence du ministre de la Bonne Gouvernance et des Relations avec les institutions. Moussa Mané a assisté à l'ouverture des travaux. Les assises de Dakar marquent un tournant décisif dans l'évolution de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires en Afrique. Elles permettent de revisiter l'orientation à donner à l'Union, mais surtout de traiter des questions d'intérêt commun, telles que l'emploi des jeunes. Quel système éducatif pour favoriser l'insertion professionnelle des jeunes en Afrique? Un moment d'échange donc et de partage qui nous permettra de renforcer nos capacités à travers nos réflexions et nos expériences et d'aller un peu en anticipation sur les problèmes préoccupants d'ordre universel. Il s'agit donc de réfléchir sur l'adéquation entre le système éducatif en Afrique et le marché du travail, de voir quel système serait le plus indiqué pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes africains. La problématique de l'emploi au niveau de la jeunesse est un phénomène, je dirais, de préoccupation mondiale, que vous soyez blanc, jaune, noir. Et devant toutes les portes du monde, il y a des jeunes qui attendent patiemment, souvent dans le désespoir. Et nous disons qu'aujourd'hui, nous avions un choix à faire. Ce n'est pas une fatalité, c'est un problème auquel notre pays, auquel le gouvernement essaie de trouver une solution. Je peux déjà donner l'expérience du système éducatif qui est en réforme. Nous venons de passer de l'école enseignement général à l'école fondamentale qui prépare les jeunes à être non pas un diplômé chômeur, mais un diplômé professionnel. Les conseils économiques et sociaux sont des institutions consultatives de veille et d'écoute. Ce sont des composantes essentielles de la gouvernance participative des sociétés modernes. Par ailleurs, nos institutions font bien souvent office de passerelle entre le peuple et les politiques. Elles sont à même de réveiller la conscience citoyenne pour un développement inclusif. Et c'est de cela que nous voulons. Elles sont des interlocutrices et des passerelles de choix pour les gouvernements, pour les parlementaires et pour les populations. Ce cadre de concertation permettra durant ces 2 jours de favoriser le partage d'expériences et d'élaborer des recommandations concrètes. Ceci afin d'aider les conseils économiques et sociaux et autres institutions similaires dans leur démarche. Un atelier sur le régime simplifié pour les petits contribuables, une initiative du ministère du Travail et de la fonction publique. Il s'agit de l'inclusion sociale des travailleurs de l'informel dans le secteur formel. Aïssatou Dioptal.
L'atelier fait suite au Conseil interministériel du 3 janvier 2014. Le projet de régime simplifié pour les petits contribuables a pour but d'étendre la protection sociale aux acteurs de l'économie informelle. Initiative qui s'inscrit parfaitement dans le plan Sénégal émergent. En effet, le Sénégal, après avoir ratifié la Convention 102 de l'OIT concernant la sécurité sociale, s'est doté d'un système de sécurité sociale caractérisé par l'existence de plusieurs institutions qui mettent en œuvre la couverture sociale au profit des travailleurs salariés relevant du Code du travail. Le système national de sécurité sociale couvre 8 éventualités sur les 9 risques sociaux énoncés par la Convention 102. Il s'agit d'asseoir une politique qui prenne en charge le monde du travail dans sa globalité. Pour la retraite, on note une faiblesse du taux de couverture qui est de l'ordre de 10% de la population active et de 3% de la population totale. Et le nombre de personnes prises en charge par l'IPRES et le FNR tourne autour de 30% de l'effectif de 750 000 et les 70% restantes ne bénéficient d'aucune prise en charge. Concernant la caisse de sécurité sociale, une grande majorité de la population ne bénéficie pas de ces prestations. Le BUT est le premier partenaire du département du travail et de la fonction publique dans ce dossier. Le bureau se félicite de l'initiative et renouvelle son engagement auprès du gouvernement du Sénégal afin de trouver des solutions durables. L'expérience au niveau international montre que la réponse à la problématique de l'extension de la protection sociale tient dans la mise en œuvre de solutions nouvelles et adaptées qui combinent les savoir-faire et les moyens de dispositifs existants. En juin 2012, le ministère du Travail et de la fonction publique avait élaboré une feuille de route pour la mise en œuvre du socle pour la protection sociale. Suite à cet atelier, l'engagement est pris de part et d'autre d'aller sans délai vers une concrétisation des recommandations. Protocole d'accord État enseignant, le ministre de la fonction publique salue un pas important posé en direction de l'apaisement du climat social dans l'espace scolaire. Mansour Sy rappelle en même temps la nouvelle approche de l'État sur les revendications sociales, à savoir signer des accords soutenables. Il est l'invité de l'émission hebdomadaire Le Point, dont voici un extrait. Je pense que c'est la pacification. La pacification. Parce que nous avons non seulement pris des mesures importantes pour solder le gap des accords qui n'étaient pas respectés par le gouvernement, nous avons fait aussi des concessions importantes et nous avons mis en place un mécanisme qui va nous permettre de discuter de manière fréquente pour traiter les questions. Vous savez que les questions de l'école sont des questions très complexes. Il faut discuter parce que c'est au bout de cette concertation, au bout de cette discussion qu'on arrivera à trouver des solutions. Le travail devait être terminé en décembre 2009. Je pense que si nous avons hérité de cette question, c'est parce qu'on avait pris un accord qu'on ne pouvait pas respecter. Oui, mais vous avez hérité de l'État aussi, et l'État se trouve être une continuité là. C'est la raison pour laquelle nous avons pris en charge cet accord. C'est nous qui avons procédé à l'évaluation financière. C'est l'évaluation financière qui nous a permis de dire que ce n'est pas soutenable. Vous savez, actuellement, on est après plus de 491 millions de masse salariale. Sans compter les 100 milliards... enseignants ? Non, de masse salariale pour tous les agents de l'État. Sans compter les 108 milliards qui sont sur le budget matériel et qui servent à payer les salaires. Sans compter les salaires des agences. C'est-à-dire, actuellement, la masse salariale sénégalaise, c'est ça. On a décidé de jouer la carte de la transparence. Voilà, vous pourrez suivre l'intégralité de l'émission après ce journal. Le Point, je vous le rappelle, revient ce soir sur le sens du protocole d'accord signé entre l'État du Sénégal et le grand cadre des syndicats d'enseignants, émission animée par Ousmane Ngarifaye. Les longues procédures pour l'obtention d'un permis de construire constituent un casse-tête pour les professionnels du bâtiment. En réponse, l'AIDE, l'Agence de l'informatique de l'État, a mis en œuvre une plateforme Télédac, une procédure en ligne pour faciliter les opérations. L'AIDE donc a procédé au lancement de la phase pré-production. Donc, Mansour Sow. Cette
vidéo retrace toute la procédure de la conception et la mise en œuvre de Télédac. Une plateforme, voire un outil de dématérialisation des procédures administratives, notamment en matière d'obtention d'un permis de construire. En vue de son lancement, autorités étatiques, architectes et représentants des collectivités locales se rencontrent. L'objet de la plateforme, c'est d'arriver à avoir un permis de construire en 28 jours maximum pour les dossiers simples et en 40 jours pour les dossiers compliqués. Mais je dois dire ça, c'est-à-dire avec la plateforme informatique que nous avons mis en place, même en 15 jours, normalement, si les services administratifs sont diligents, on peut arriver à disposer de ce permis de construire. En tant que collectivité locale, dont la mission essentielle est de contribuer à assurer le bien-être des populations, nous ne pouvons que nous féliciter de ce travail collégial et manifester notre engagement, notre détermination à nous approprier le système et à nous impliquer et faire de sorte que cette plateforme soit un succès. Cette initiative est saluée à sa juste valeur par des acteurs et par la tutelle. L'Ordre des architectes du Sénégal manifeste encore une fois sa disponibilité à apporter son soutien résolu et déterminé au ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat pour l'atteinte des objectifs fixés dans la déclaration de politique générale pour susciter et porter très haut le désir d'une architecture de qualité. Ce projet est le vôtre. J'encourage alors l'ouverture d'un guichet électronique au siège de votre ordre afin de vous faciliter le travail au profit de nos concitoyens. Ce projet, lancé au mois d'août 2013, a été conçu grâce au concours de l'ADIE, l'APIX et de l'ICF. La plateforme se veut novatrice en ce sens qu'elle va réduire les coûts et les délais pour l'obtention d'une autorisation de construire. Célébration de la journée de l'Union panafricaine des postes, UPA, prétexte pour l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, ARTP, d'organiser un atelier de restitution de l'étude sur l'évaluation des cahiers de charges des opérateurs postaux tutélaires de licence. La rencontre s'est tenue ce matin en présence des acteurs du secteur. Aïda Mamadou Diop. La journée panafricaine des postes commémore celle de la création de l'Union panafricaine des postes. Elle constitue pour les opérateurs postaux une occasion de lancer de nouveaux produits et de communiquer avec les acteurs. Pour cette année, en dépit du retard noté dans la célébration, la RTP a décidé de mettre l'accent sur la restitution d'un rapport de cahier de charges des opérateurs titulaires de licence. C'est pour nous l'occasion, comme les années antérieures, d'échanger sur le secteur postal. Et cette année, le thème qui nous réunit, ou alors l'occasion qui nous réunit, concerne la restitution, la restitution de l'étude sur l'évaluation des cahiers des charges du secteur postal, notamment des acteurs privés du secteur postal. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, ce secteur postal s'est tellement développé que la société nationale, la Poste, ne suffit plus à prendre en charge l'ensemble des activités postales. L'étude sur l'évaluation des cahiers de charges a permis à l'ARTP de mesurer la pertinence des dispositions d'un cahier de charges. Par ailleurs, l'agence a procédé à un contrôle du respect des obligations issues des textes législatifs et réglementaires régissant l'exploitation des services postaux. L'objectif, c'était de voir est-ce que certaines dispositions aussi étaient pertinentes par rapport au degré même, aux exigences même du métier postal. Donc on s'est rendu compte que certains opérateurs respectent, d'autres ne respectent pas. Mais l'ARTP, sa vocation n'est pas de faire la police, mais plutôt d'inviter l'ensemble des acteurs dans une démarche pédagogique, histoire de les amener vraiment à respecter le cahier de charge. Avec le numérique, les consommateurs auront plus que jamais besoin des services postaux. Ces mutations en vue devront permettre aux opérateurs de réfléchir sur les nouveaux contours des services postaux. Le constat nous amène à penser qu'au-delà des activités postales traditionnelles, le défi majeur pour le secteur réside aujourd'hui dans l'appropriation par les opérateurs des nouvelles technologies de l'information et de la communication afin de répondre aux exigences accrues des consommateurs avec une gamme élargie de produits en service. La rencontre initiée par l'ARTP en partenariat avec le ministère de la Communication et de l'économie numérique a réuni tous les opérateurs postaux. Ce rapport publié va leur permettre d'améliorer leurs services.
Le CRD sur le lancement prochain de la RTS 4 Casamance a vécu. La rencontre a réuni le ministre de la Communication, les autorités de la RTS, les administrations territoriales de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, ainsi qu'une représentation de la société civile de ces 3 régions de la Casamance naturelle. Durant la rencontre, les participants ont échangé sur l'opportunité de la création de cette chaîne, mais la grille des programmes a surtout retenu l'attention. Eric Nimati. Éduquer, informer et divertir, ce sont là les principales missions de la RTS. Des missions de service public qui seront bien présentes dans la grille des programmes de la RTS 4 Casamance. Au cours de ce CRD, le comité de pilotage du projet de création de cette chaîne de télévision du pôle régional Casamance a fait une présentation de ce qui devrait être la future grille des programmes de la RTS 4 Casamance. Un contenu bien accueilli par presque tous les participants. La région est très riche en culture. On aimerait que nos enfants, nos petits-enfants connaissent vraiment la culture de chez eux. Et je voudrais de ce point de vue-là que vous nous aidiez à améliorer un peu le taux de couverture des manifestations religieuses de cette région-là. La religion tient une place importante ici dans cette région. De manière générale, ou spirituelle. Donc, pour élaborer cette grille de programme, nous nous sommes basés sur la grille de programme de la radio qui a permis un peu d'identifier les langues qui sont parlées dans cette région. Dans une deuxième phase, nous avons fait une mission qui a un peu balayé toutes les zones. Nous sommes concertés avec les populations pour prendre en charge et en compte les préoccupations dans cette grille de programme. Prévu pour émettre du lundi au dimanche, pour 2 heures les matins, 2 heures les soirs, soit 4 heures par jour, la RTS 4 Casamance sera sans doute un outil pour impulser une dynamique inclusive dans cette partie sud du pays. Une vision qui colle parfaitement avec celle de l'État qui veut faire de cette région naturelle de la Casamance le pôle économique numéro 1 au Sénégal, a dit le ministre de tutelle. Et poursuivant sur cette lancée, Cheikh Bamba Dièye a informé que ceci entre, bien entendu, dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Quand on parle de territorialisation, c'est l'appropriation d'abord par l'État des besoins exprimés par les populations et la restitution par les démembrements de l'État de la politique définie par le président de la République. Et c'est pourquoi le président de la République a bien voulu faire en sorte que, du point de vue de la communication, que nous commençons premièrement à mettre en place ces espaces de communication pour donner corps à sa politique de territorialisation. Lors des discussions générales qui ont suivi les communications des autorités de la RTS et du ministre de tutelle, les représentants des régions concernées par ce projet ont exprimé leur engagement à ne ménager aucun effort pour aider à la réussite de cette mission de la RTS. Toutefois, certains parmi eux ont interpellé l'État sur le manque d'électricité dans plusieurs villages de la localité. En attendant une solution définitive à ce problème, le directeur général de la RTS a annoncé la mise à leur disposition très prochainement de 1000 postes téléviseurs solaires, ce qui leur permettra de suivre plus facilement les programmes de leur future chaîne de télévision, la RTS 4, Casamance. Eric Nimadi, la page santé de cette édition, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a présidé la cérémonie de levée des couleurs et le baptême des locaux de l'École nationale de développement sanitaire et social. Eva Marie Colsec a profité de cette manifestation pour exhorter le personnel de la santé à s'investir davantage. Objectif, renforcer le système sanitaire du Sénégal. Salou Sek. La cérémonie de levée des couleurs, une première à l'École nationale de développement sanitaire et social. Pour l'occasion, les 21 nationalités ont tenu à montrer leur culture. Une tribune aussi pour les autorités pour lancer un message à l'endroit des futurs professionnels de santé. Je voudrais citer certains principes qui doivent vous régir. Ces différents critères sont le patriotisme, le respect des institutions, l'éthique, la morale, le travail, la rigueur,
la vertu, la sobriété. Voilà quelques exemples de principes fondamentaux auxquels je vous convie. Autre étape de cette cérémonie, le baptême des locaux de cet établissement. Désormais, chaque salle ou amphithéâtre de l'un de ces porte le nom d'une illustre personnalité qui a dirigé ou travaillé dans cette école. Je les félicite tous. Mais comme je le disais, ayons une pensée pieuse pour ceux qui nous ont quittés. Il s'agit de M. Bilal Koulibaly, du professeur Oumar Silla, de M. Boubacar Diatta et de M. Malik Sek. Monsieur le directeur, l'acte que vous avez posé aujourd'hui pour le baptême de ces locaux est motivant et immortalise toutes les personnes concernées. Le ministre de la Santé a profité de cette rencontre pour lancer un appel à l'ensemble de son personnel à s'investir davantage. Objectif, améliorer le système de santé basé sur la réduction des inégalités à travers la couverture maladie universelle. Nous en venons à notre rubrique santé de ce mercredi qui s'intéresse ce soir à la vaccination. Le meilleur moyen pour lutter contre la mortalité infanto-juvénile. Aujourd'hui, avec le programme élargi de vaccination, les parents prennent conscience de l'importance de l'acte. Au niveau des structures de santé, le personnel se félicite du respect du calendrier vaccinal et souhaite un taux de couverture de 90%. Ramatadem. La vaccination, c'est la prévention. Elle permet de lutter contre la morbidité et la mortalité infanto-juvénile. Elle est obligatoire dès la naissance de l'enfant avec un calendrier vaccinal bien défini jusqu'à 2 ans. Il y a quand même forte adhésion des femmes, des parents, de la famille par rapport à la vaccination. Et le fait que le parent vienne ici se faire vacciner son enfant, donc ça c'est vraiment bien parce que ça protège aussi en même temps l'autre enfant. Maintenant, avec la couverture maladie universelle, il y a beaucoup de malades. Nous vaccinons jusqu'à 15 heures. Il y a beaucoup de malades et nous souhaitons que tous les enfants soient vaccinés pour qu'il y ait 0 enfants malades. La vaccination, c'est la prévention. Et mieux vaut prévenir que guérir. Mais dans les structures de santé publique, avec le programme élargi de vaccination, les vaccins sont gratuits de 0 à 9 mois. Lorsque l'enfant naît, nous lui administrons dès la naissance le BCG pour lutter contre la tuberculose. Plus le polio oral qu'on l'administre avant les 15 jours, qu'on appelle le P0, plus la pesée. Au 6e semaine, nous l'administrons le pentavalent, dont le pentavalent est un vaccin contre 5 maladies, dont la diphtérie, le tétanos, coqueluche, hépatite, hémophilie influenzae à type B. La pneumocoque, c'est un vaccin contre les maladies respiratoires. L'intervalle aussi est de 1 mois. Pneumocoque 1 plus pentavalent 1 plus les 2 gouttes de polio oral. La deuxième séance, pentavalent 1 plus pneumocoque plus 2 gouttes de polio oral. Troisième acte, pentavalent 3 plus pneumo 3 plus les 2 gouttes de polio. Chaque mois, la pesée jusqu'au 9e mois. Maintenant, avec l'administration de la rubéole, le RR qu'on avait fait une campagne ces mois passés, qui est un vaccin contre les oreillons et la rubéole, pour lutter contre la malformation congénitale chez la fille et l'impuissance c'est l'enfant de sexe masculin. Donc nous faisons cet acte en 9 mois. Le programme élargi de vaccination s'arrête au 9e mois. Avec le programme élargi de vaccination et la sensibilisation des Badianougor, le taux de fréquentation a augmenté. Les mamans ont pris conscience de l'importance des vaccins pour la santé des enfants. L'accueil est bien ici, de même que la prise en charge. C'est son 3e vaccin et c'est une très bonne chose. Mon bébé va très bien et d'habitude, il réagit bien au vaccin. Parce que mon bébé a fait le 3e vaccin. Mais tout est réglé à mon temps, je suis après ça. Fii laa accouché après fii seen traitement ñàkk daal fii laa koy def ma jeex.
Elles font du bon travail, elles nous informent et nous sensibilisent sur l'importance du vaccin. D'habitude, tout se passe bien. Mais quand mon bébé ne se sent pas bien, je reviens ici voir l'infirmière qui l'a vacciné et elle lui donne des médicaments s'il le faut. Quand mon enfant est bien, je suis heureuse. C'est pour protéger mon enfant des maladies que je le vaccine. Je n'ai jamais eu de problème. Il réagit bien au vaccin et en plus c'est gratuit. Je suis vraiment contente. En plus d'être gratuit au niveau des structures de santé publique, les autorités veillent à la garantie de la qualité des vaccins, contrairement aux idées reçues. On prend notre dotation au niveau de la région médicale. La région médicale prend sa dotation au niveau de la pharmacie nationale d'approvisionnement. Et tout au cours, depuis l'approvisionnement, le transport jusqu'ici, donc la conservation est garantie. Donc la chaîne de froid, il n'y a pas de rupture. Donc la chaîne de froid est garantie et qu'il y a la prise bi-quotidienne de la température au niveau de ces vaccins. Donc là, il faut dire que même au cours de la séance aussi, la chaîne de froid, elle est assurée parce qu'on utilise des accumulateurs, on utilise des porte-vaccins. Donc ce qui est sûr, nous, on peut dire qu'on a la qualité. Avec l'avancée de la science, certes l'acte est toujours aussi douloureux chez l'enfant, mais il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Il faut également noter que de nouveaux vaccins ont fait leur apparition ces dernières années, des innovations liées aux besoins de santé chez les tout-petits. À l'heure actuelle, on a introduit beaucoup de vaccins. On vient même d'introduire récemment le vaccin antipneumococcique, donc vraiment qui posait beaucoup de problèmes de santé publique au niveau des enfants, des jeunes enfants, les enfants qui sont âgés de moins de 5 ans. Mieux vaut prévenir que guérir. Chez les tout-petits, le vaccin reste aujourd'hui le meilleur moyen de lutter contre les maladies. Ramatadem, parlons à présent du froid, le froid qui favorise beaucoup de pathologies, des problèmes respiratoires aux affections dermatologiques en passant par les douleurs musculaires. On note une forte recrudescence de beaucoup de maladies. L'instabilité du temps est incriminée. Dabakebe. Sinusite, drépanocytose ou encore arthrose. Avec l'installation du froid, certaines maladies commencent à se faire sentir. C'est le cas des rhumatismes qui touchent les personnes d'un certain âge. Je supporte vraiment mal le froid. Je souffre de rhumatisme. Cela me fatigue beaucoup pendant cette période. J'ai des douleurs dans toutes les articulations. Je viens comme ça d'une séance de massage à l'hôpital Krayov et je le fais 2 fois par semaine pour me sentir mieux. Les problèmes dermatologiques aussi refont surface. Les parties du corps non protégées sont souvent exposées à la gelure. Mais le problème j'aime bien le froid, mais j'ai la peau des pieds des mains qui s'effrite pendant le froid. Cela me fait souffrir. Je me lave avec de l'eau chaude et je mets des chaussettes pour dormir. Le froid ne me réussit pas du tout. Avec le froid, les maladies respiratoires sont les plus fréquentes. Rhinite, bronchite et différentes formes d'allergie sont les maux courants. Hamadital, 14 ans, souffre d'asthme et a du mal à respirer. Il est venu à l'hôpital Fan pour une séance de nébulisation. Je suis asthmatique et ça me fatigue pendant le froid, rarement pendant la chaleur. Quand il y a du changement de climat, l'asthme me fatigue. Pour certains spécialistes, ces pathologies ne résultent pas directement du froid. Selon eux, la recrudescence de ces maladies est liée au changement d'attitude en période de froid. Ce qu'il faut retenir, c'est que la plupart de ces affections, qu'elles soient des affections infectieuses, ne sont pas directement liées au froid. Ce qui se passe, c'est que pendant la période de froid, il y a un confinement donc, de la population qui reste chez eux, donc qui reste en contact, et que donc il y a une transmission beaucoup plus facile donc des infections pendant cette période. C'est vrai aussi que pendant ces périodes, il y a des changements brusques de climat qui peuvent déstabiliser certains sujets qui présenteraient des problèmes pulmonaires, que ce soit l'asthme ou bien que ce soit les problèmes allergiques.
Donc c'est ce changement de climat et ce confinement qui explique la plupart des pathologies que nous rencontrons au niveau donc de cette période, en ce moment de l'année. Pour se prémunir de toutes ces affections, le respect strict de certaines règles d'hygiène s'impose. Pour la prévention de ces affections, s'il s'agit d'affections infectieuses, si la transmission se fait par voie aérienne, il y a d'abord des mesures d'hygiène qu'il faudra prendre. Mesures d'hygiène, c'est l'arrêt du travail pour celui qui présente une infection virale. La deuxième chose, c'est des mesures d'hygiène des mains. Il faut se laver les mains, éviter de se fatiguer ou bien se reposer et éviter le stress, parce que c'est ça qui favorise la progression des affections. La quatrième chose, c'est la pratique du sport, mais pour certains sujets, cette pratique du sport doit se faire en des périodes bien précises au moment de la journée pour éviter ces changements brusques de température. S'habiller convenablement, se mettre bien au chaud, s'hydrater la peau, sans oublier d'aérer tous les jours, sont des mesures fondamentales pour être en bonne santé durant cette période où le climat est très instable. D'Abakebe, le passage de l'analogique au numérique commence à être ressenti par les importateurs. Ces téléviseurs classiques à tube cathodique se vendent mal depuis l'annonce du numérique. Les revendeurs ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Les prix donc ont chuté de moitié. D'habitude, ce dépôt est plein de téléviseurs CRT, télévision à tube cathodique. Aujourd'hui, il n'y a que des LED ou des placements. Le numérique est passé par là. Les vendeurs et autres usagers n'osent plus se lancer sur le marché de ces télévisions. Ils pensent que ces dernières vont disparaître avec l'analogique. J'ai un oncle importateur. Avant, il amenait les téléviseurs CRT et il se vendait bien. Mais depuis l'annonce du passage au numérique, il s'est tourné vers les téléplacements ou LED. Une information qui a fait chuter carrément le chiffre d'affaires des importateurs. Depuis l'annonce du passage au tout numérique en 2015, les prix ont connu une baisse notoire. Maintenant, je suis obligé de les vendre à 50 000 francs CFA. Mais avant, on ne pouvait pas les avoir à moins de 80 000 francs CFA. Les gens ont peur de les acheter à cause des informations qui sont véhiculées sur la disparition des téléviseurs CRT. Et pourtant, les techniciens rassurent. On peut conserver son téléviseur CRT. Il faut juste faire quelques changements. Chercher des décodeurs numériques. On l'adapte sur les téléviseurs analogiques en pensant sur le signal AV. Donc, parce que nous sommes dans un pays sous-développé, on ne peut pas du tic au tac arrêter les téléviseurs anciens modèles parce que toutes les personnes n'ont pas les mêmes moyens. Pour beaucoup, le 15 juin 2015 va marquer la fin des téléviseurs CRT. En attendant, les importateurs vivent déjà au rythme du passage de l'analogique au numérique, une perspective qui a une incidence sur les ventes à plus d'une année de l'échéance. Rencontre d'échange et de partage sur l'acte 3 de la décentralisation à Richard Toll. Objectif, informer et sensibiliser les populations sur l'importance de la nouvelle réforme. Jules Diop. Plus de 2 heures de temps pour échanger avec les populations de Richard Toll, une ville carrefour qui a accueilli la caravane de l'acte 3 de la décentralisation. Une zone qui a d'énormes potentialités pour se développer. Nous avons le lac de Guerre qui prend sa source ici à partir du Taoué. Et donc la mise en valeur, n'est-ce pas, de toutes ces ressources hydriques en eau nous permettra de développer des activités d'élevage, des activités agricoles, mais aussi des activités piscicoles, des activités de pêche qui nous permettraient d'avoir un cadre de développement cohérent au niveau de cette commune de Richard Toll. Avec cette réforme, le développement sera boosté à la base et les populations seront beaucoup plus proches de leurs autorités. Pour les élus, cette réforme constitue une nouvelle ère de développement. On s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas capter certains financements parce que tout simplement on n'avait pas un département. Il y avait le GIC, effectivement ça a été dit, qui fédère l'ensemble des collectivités locales. Mais aujourd'hui, avec la départementalisation, je pense qu'au niveau de la coopération décentralisée, on pourra vraiment développer beaucoup de choses. Du point de vue documentation, les documents sont faits, le code général des collectivités locales est voté, mais ce que j'attends aujourd'hui, les élus locaux, la mise en œuvre effective de l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui,
Les populations de Richard Toll comptent beaucoup sur l'acte 3 pour développer l'économie locale, une économie qui mérite l'attention des décideurs pour booster le développement territorial. Visite au Sénégal pour la première fois de la pionnière dans la recherche sur les chimpanzés. Le docteur Jeanne Goudal inaugurera aussi le centre de recherche dédié à la conservation du chimpanzé de l'Afrique de l'Ouest situé à Kédougou. Elle a pour combat de sensibiliser sur la perte de la biodiversité au niveau mondial. Louise Bizza. Elle sait communiquer par le langage des chimpanzés. Dans 2 mois, elle fêtera ses 80 ans. Dr Jeanne Goudal trouve de grandes similitudes entre les chimpanzés et les êtres humains. Son amour pour les animaux remonte à 1960, date à laquelle elle commence en Tanzanie l'étude des chimpanzés. Je suis née, depuis que je suis née, j'ai un grand amour pour les animaux, depuis que je suis toute petite, et ma mère m'a vraiment supportée dans cela. Et donc c'est très petite déjà que j'ai décidé qu'il fallait que j'aille en Afrique pour voir ces animaux. Au Sénégal, c'est dans la réserve communautaire de Dindéfelo à Kédougou qu'elle a implanté son institut. Objectif principal, sensibiliser sur la perte de la biodiversité. Sur le terrain, les recherches ont connu une avancée notoire. Donc dans la recherche, on connaît beaucoup plus de choses sur la botanique, l'écologie, la biologie des chimpanzés, leur comportement. Ça c'est très important pour savoir comment ils bougent, qu'est-ce qu'ils mangent, comment gérer tout ce type de conflits, s'il y en a. Et dans la partie conservation, on a réussi à avoir une aire protégée, spécifiquement dédiée aux chimpanzés surtout, mais aussi à toutes les autres espèces. La vision de cette scientifique et messagère pour la paix des Nations Unies épouse les préoccupations du ministère de la Pêche. Les chimpanzés vivent dans un milieu forestier très particulier, qui aujourd'hui est dévasté par les nombreux feux de brousse, est dévasté par le saccage des miniers anarchiques qui prélèvent l'or, mais qui déforestent et qui souillent les nappes phréatiques et tout cela. Donc les ressources sont à préserver de manière intelligente parce qu'aujourd'hui il y a un péril, il y a vraiment un péril. Dr Jeanne Goudal voyage 300 jours par an. Son ultime combat, préserver les écosystèmes fragiles. Et nous parlons sport, c'est devenu une habitude. Les clubs sénégalais ont été éliminés encore dès les préliminaires des Coupes d'Afrique. Le Jaraaf de Dakar et les Diambars de Saly n'ont pas fait exception à la règle. Des contre-performances qui perdurent donc voilà 10 ans. Pourquoi tant d'échecs à répétition de nos clubs sur la scène africaine? Dirigeants, anciens footballeurs, techniciens et journalistes essaient de diagnostiquer les racines du mal dans ce dossier ficelé par Ibrahim Mboupa. Un tour en Afrique, puis retour à la case départ. Les clubs sénégalais font partie des derniers de la classe, des échecs répétitifs qui écœurent le monde sportif. Moussa Ndaw, l'un des rares footballeurs sénégalais à avoir gagné une Coupe d'Afrique des clubs, a du mal à cacher son amertume. On est tous déçus. Surtout cette année, on pensait que ce soit Diambar et Jaraaf, par rapport à ce qu'ils nous avaient montré, avaient réellement les chances de passer. Et les équipes qu'ils rencontraient, ce n'était pas non seulement des gros calibres, mais surtout c'était les préliminaires. Les clubs ne sont pas compétitifs au plan africain. Je pense que c'est une constante depuis quelques années. C'est le syndrome du premier tour. Je pense que d'ailleurs dans toute l'histoire de la participation des clubs sénégalais aux compétitions africaines, il n'y a que 2 ou 3 équipes qui ont fait quelques performances. On se rappelle de la finale de la Jeanne d'Arc en 1998. La Jeanne d'Arc aussi a été 2 fois demi-finaliste. US Gorée 2 fois. Le Jaraaf 1 fois. Aujourd'hui, une question est presque sur toutes les lèvres. Pourquoi tant d'échecs retentissants? Pourquoi tant d'éliminations prématurées ces 10 dernières années? Il y a ce problème d'inefficacité qui se pose, au-delà même de ce qu'on peut parler de manque d'expérience. Mais je pense que le mal est plus profond que ça. Je pense que, de mon point de vue, nous n'avons pas encore de club capable en tout cas de s'imposer dans les compétitions africaines. Je crois que c'est une situation que nous vivons depuis très longtemps. Ça fait au moins des années que nous sommes éliminés de manière prématurée dans les compétitions africaines. Ça fait 10 ans. Je crois que ça perdure. Et de mon point de vue, je pense qu'il faut analyser froidement et prendre des décisions courageuses.
Le mal est profond, les causes multiformes. Les clubs sénégalais sont très loin du haut niveau. Il y a des efforts qui sont à faire comparé aux équipes africaines les plus puissants en Afrique, où ils ont leur propre installation, des terrains d'entraînement, leurs joueurs sont dans d'excellentes conditions. Là où le joueur sénégalais fait 2 ou 3 heures de temps pour aller chez lui, le joueur maghrébin fera 15 ou 20 minutes avec sa voiture. Les primes ne sont pas pareilles, les motivations ne sont pas pareilles, donc c'est tout un ensemble, sans oublier aussi les heures d'entraînement ici. On s'entraîne non seulement pas assez et très mal en plus. Pour beaucoup d'acteurs du football, le soutien de l'État est primordial, voire indispensable si l'on veut bâtir des clubs forts et compétitifs. Un vœu encore pieux. L'État peut aider aussi bien en subventionnant, mais également en incitant aujourd'hui les entreprises sénégalaises à sponsoriser. Parce qu'aujourd'hui, on a du mal à trouver aujourd'hui donc des sponsors. Ça peut passer par des politiques incitatives au niveau en fait donc au niveau de la fiscalité. Pourquoi pas une équipe qui accompagne le Jaraaf ne bénéficiait pas en fait donc d'une réduction sur sa fiscalité. Ce sont des leviers en fait que l'État peut activer pour permettre aux équipes donc d'être compétitifs et de pouvoir avoir un budget en fait donc qui leur permet de faire face aux nombreuses dépenses. En attendant le coup de pouce de l'État, les clubs sénégalais continuent de se morfondre dans les bas-fonds du football continental avec un palmarès qui se passe de commentaires. Cette année, on va jouer 90 finales continentales. Sur les 90 finales continentales, le Sénégal n'a participé qu'à une seule finale, 1 sur 90. Je pense que ça renseigne quand même sur la contre-performance de nos clubs, 1 sur 90. Nous sommes arrivés une fois en finale sur 90 finales disputées depuis 1964. Des statistiques qui résument tout. Le football local a du mal à décoller. À quand le renouveau après tant d'illusions perdues? La route a encore fait des victimes. Un car Ndiaga Ndiaye a heurté un enfant ce matin. L'accident s'est produit à Grand Yoff sur la route de l'hôpital CTO. Papsar, 9 ans, est mort sur le coup. Selon les témoins, il tentait de fuir un chien errant. Le récit avec 2 témoins, Mamadou Ndour et Mohamed Mansour, suivi du caporal-chef Fodé Dione du centre de secours des Parcelles Assainies. L'enfant fuyait un chien errant. Il a traversé sans regarder. C'est ainsi qu'il a été heurté par le car Ndiaga Ndiaye. On demande juste au chauffeur de rouler doucement pour éviter ce genre d'accident. On nous a alerté pour un accident de la circulation. On est venu, on a trouvé la victime. C'est un corps sans vie, il a été heurté par un car Ndiaga Ndiaye qui se trouve actuellement là-bas devant. En plus, peut-être pratiquement c'est ça que je peux dire sur ça, sur la situation de l'accident. Les autres là, on attend la police pour le concert, pour l'évacuer. Donc, autre triste nouvelle, la disparition du maire de la commune d'arrondissement de la Médina, maître Biram Sassoumsi, est décédé ce mercredi à l'hôpital général de Grand Yoff des suites d'une maladie, a annoncé le service presse et communication de la ville de Dakar. La levée du corps est prévu demain matin à la mosquée de Santhiaba. Maître Biram Sassoumsi était un responsable du Parti socialiste. Il était aussi un des adjoints au maire de la ville de Dakar. Je le disais en début de journal, le président de la République est en visite d'État en Chine. Il est arrivé donc ce matin pour une visite de 3 jours. Il a rencontré déjà les Sénégalais établis en Chine. Nous y reviendrons dans notre édition de 23h. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir. Pourquoi choisir une offre parmi tant d'autres quand vous pouvez toutes les avoir? Et oui, à la Banque Atlantique, avec nos offres packagées, vous pouvez tout combiner en une seule offre. Fonctionnaire d'État, avec Atlantic Admin, profitez de comptes chèques, cartes Visa et de découvert.
Et pour les professionnels, avec Atlantic Pro, profitez d'un compte chèque, de financement de projet et de crédit d'installation. Quant aux salariés du privé,